voilà, qu'on répond présent dans tous les cas, nous avons la joie d'accueillir ici sur le tiers-lieu. Donc, le bruit de la conversation, l'agence intercalaire est comme impossible. Voilà, donc je vous laisse peut-être vous présenter brièvement pour entrer après sur le sujet. Voilà, donc, ça a été bien de commencer. Bonjour et puis merci pour l'accueil de l'imagination facile. Donc, je m'appelle Mélodie David, je travaille dans l'association Le Bruit de la Conversation, qui est un collectif d'éducation populaire et d'expérimentation urbaine. Et concrètement, on accompagne la participation des habitants et des usagers d'un territoire dans tout projet de territoire, que ce soit des projets urbains, architecturaux, socioculturels. Le but, c'est vraiment de les accompagner dans la construction de leur environnement et de se réapproprier nos espaces communs. Bonjour à tous, c'est Pascal Pibois, je travaille à l'agence intercalaire, je suis une des associées des cofondatrices. Et l'agence intercalaire, nous, notre objectif, c'est de pouvoir redonner un usage à des espaces vacants temporairement. C'est le sujet d'aujourd'hui. Ça fait 5 ans que le projet est fait, 3 ans que la structure. Aujourd'hui, on a plusieurs lieux d'éducation temporaire qui sont en cours avec plein de configurations différentes pour y revenir. Là, ça fait 4 projets en cours qui sont de 10 000 mètres carrés, Merci beaucoup, Pascal. Alors, moi, je m'appelle Afi Delbédaoui, je suis président et cofondateur avec mon associé ici de l'agence Commun Possible, qui est une agence spécialisée en design urbain et participation citoyenne. Alors, nous, on a la particularité d'avoir entamé notre aventure avec Clémence en créant un outil qui aujourd'hui pourrait être un outil d'urbanisme tactique, c'est la nacelle. C'est un petit mobilier qui sert à recréer des temps et des espaces de convivialité dans l'espace public. On a aussi beaucoup évolué. Notre grosse spécialité, c'est vraiment de travailler sur des participations citoyennes dans l'aménagement urbain. Et de là, on a travaillé avec l'agence intercalaire. D'ailleurs, on a fait un film sur l'urbanisme tactique et transport. Et on travaille avec d'autres agences, notamment avec l'atelier des possibles, Jeanne Fort, qui elle est vraiment spécialisée en urbanisme tactique et qui vient du Canada. Et donc, en fait, je pense que notre plus-value, c'est de voir comment est-ce qu'on parle de la participation citoyenne, j'allais dire presque classique du terme, en partant de la concertation, et comment, en fait, on a réussi à structurer un enchaînement qui va vraiment de la participation citoyenne jusqu'à la coproduction d'espaces en commun. Et donc là, on est sur la longue chaîne de valeur de la production d'espaces. Alors, notre slogan, c'est le territoire en commun. Moi, c'est voilà. Je ne vais pas rajouter, mais ravi de cette temps de venir voir les copains. C'est ça qu'on est un petit peu le bleu. Voilà, on va voir. Génial, merci beaucoup, parce que je le redis, mais je le redirai d'être présent aujourd'hui et de nous présenter justement un peu leur activité, parce que c'est vrai que il y a plein de mots, il y a plein de définitions. Vous avez parlé d'urbanisme tactique, de façon temporaire, voilà, plein de définitions quand on ne connaît pas trop le milieu, je ne sais pas vous, moi dans tous les cas, je m'y perds un tout petit peu. Donc peut-être est-ce qu'on pourrait redéfinir un tout petit peu des concepts comme l'occupation temporaire, l'occupation transitoire, c'est plus l'agence intercalaire, l'urbanisme tactique aussi, voilà, avec toutes les structures, voilà, qui fait quoi en fait et comment définir en fait les différentes définitions, on va dire, qui englobe un peu ces thématiques hyper larges. alors, si vous prenez un peu les tours comme ça, oui, mais en tout cas, on peut démarrer par se dire qu'est-ce que c'est globalement tout ça. C'est de pouvoir utiliser des espaces temporairement. Et après, il y a plein de définitions pour savoir réactiver de la vie, ces espaces, les occuper de plein de raisons différentes. Après,
après aussi, peut-être d'où ça vient, parce qu'on a tendance à dire c'est quelque chose de nouveau, ça se généralise, mais en fait, c'est pas vraiment nouveau. C'est moins de l'organisation transitoire, des squats, des squats artistiques, des squats d'hébergement, avec cette idée de pouvoir occuper des espaces qui ne servaient pas et de manière illégale, parce qu'il faut que ça serve et parce que ça répond à un besoin. Et ce qui est nouveau, c'est plutôt le fait que ces squats soient institutionnels. On a tendance à dire c'est quelque chose de nouveau, ça se généralise, mais en fait, c'est pas vraiment nouveau. C'est moins de l'organisation transitoire des squats artistiques, des squats d'hébergement, avec cette idée de pouvoir occuper des espaces qui ne servaient pas et de manière illégale, parce qu'il faut que ça serve et parce que ça répond à un besoin. Et ce qui est nouveau, c'est plutôt le fait que ces squats soient institutionnalisés pour certains et qui rentrent dans une dimension dans l'organisation transitoire. Et la particularité, c'est que c'est encadré également. Alors, il y a Oui, c'est encadré. Voilà. Donc après, il y a plusieurs déclinaisons de terminologie. Peut-être pour citer quand même quelques exemples d'espaces qui vont commencer par des squats et qui vont basculer sur des occupations conventionnées. Il y a un exemple assez intéressant, c'est le Hugo à Paris, qui est vraiment un squat artistique et qui est passé en fait à une convention. Et donc, voilà, il y a plusieurs collectifs comme ça qui sont passés de l'illégal au conventionnel. Et là, on peut dire que depuis les années 2010, c'est une pratique qui devient de plus en plus fréquente. Et voir, du coup, c'était un peu la question dans la problématique, est-ce qu'il y a des risques à cette institutionnalisation aussi des problématiques. Voilà, peut-être, donc on a dit, on s'était dit ensemble que ce serait intéressant de décliner un peu toutes les terminologies. Donc, moi, j'ai dit, je prenais la partie occupation temporaire. Donc, occupation temporaire, c'est une terminologie peut-être un peu plus neutre, c'est vraiment l'idée on occupe les espaces temporairement, mais ça ne dit pas forcément que ça préfigure la suite du lieu. Voilà, on utilise les espaces, ça sert au moins. C'est notamment le cas, on parlait de l'hébergement, logement tout à l'heure. Il y a dans le milieu social, il y a eu pas mal de cas comme ça où au moins voilà, on ne va pas influencer le futur, mais on utilise les espaces et ça permet d'héberger 200 personnes sur un an, 2 ans, 3 ans. Voilà. Donc ça, ce que dit Pascal, c'est vraiment ce côté un peu neutre quand on dit urbanisme temporaire. Il y a un côté un peu neutre, on va utiliser un espace. Ce qui est intéressant, c'est de distinguer aussi plusieurs espaces. Tu as des espaces qui sont des espaces bâtis, sur lesquels on va venir, il y a beaucoup d'hébergements ou alors des actions artistiques. Intercalaire, c'est ce que je fais essentiellement, donc beaucoup d'hébergements, d'urgence parfois, etc. Mais il y a aussi d'autres espaces qui sont concernés par l'urbanisme temporaire de manière générique et générale. C'est des espaces extérieurs et c'est des espaces en friche. Et en fait, voire même des espaces publics. Historiquement, il y a eu un mouvement en Amérique du Nord, mais aussi en Amérique du Sud, qui s'appelle l'urbanisme tactique. Et en fait, cet urbanisme tactique, et c'est vraiment intéressant de revenir là-dessus, c'est comme disait Pascal, en fait, tout ça, ça vient du squat, donc quand même d'une appropriation par les acteurs du territoire, par les habitants et les acteurs du territoire. Dans l'urbanisme tactique, l'idée, c'était de se dire, OK, la collectivité ou les autorités locales ne prennent pas assez en charge l'espace public pour l'aménager, eh bien nous, habitants, citoyens, on va intervenir dessus, on va l'embellir, on va créer de nouveaux usages, on va donner un autre visage à l'espace public pour pouvoir le vivre dans plus de sérénité et créer des espaces de convivialité dans l'espace public, justement. Et cet urbanisme tactique, on en a des exemples, que ce soit en Amérique du Nord ou en Amérique latine, avec les supermanzanas, qui se sont aussi développés à Barcelone, les supermanzanas. Et en fait, c'était vraiment ça, c'était venir
peindre des trottoirs, fermer un bout de rue, installer des endroits où on allait pouvoir discuter en communauté, embellir, etc., etc. Ça a pu commencer comme ça, et ça peut évoluer aujourd'hui. En fait, ce qu'on entend, en tout cas nous, je pense qu'il y a autant de définitions qu'il y a d'acteurs, donc on ne peut pas la réduire. On ne peut pas les réduire, mais en tout cas, ce que nous, on entend avec nos partenaires, avec l'agence Intercalaire, mais aussi avec Jeanne Ford de l'Atelier du Possible, c'est pas elle, Jeanne Ford, c'est une très bonne copine. L'urbanisme tactique, c'est une manière d'intervenir dans l'espace public pour changer les habitudes, pour transformer les habitudes. Exemple, on consacre beaucoup d'espace à la voiture le long des canaux toulousains. C'est un projet sur lequel on travaille actuellement même, donc sur le Grand Parc Canal. Et ben, l'idée, c'est d'enlever plus de 50% de la place de la voiture et la transformer pour d'autres usages. Des vélos, mais aussi des promenades à pied, mais aussi des espaces où on peut se poser, se retrouver, se rencontrer. Donc, c'est un urbanisme qui va tenter, sur une période assez courte, de tester de nouveaux usages, de nouvelles pour changer les habitudes. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'urbanisme tactique. Est-ce que, la dernière chose que tu veux me dire, est-ce que par exemple cet été il y a eu le pont Saint-Pierre qui a été coupé à la circulation? Est-ce que c'est complètement un exemple qui rentrerait dans ta l'urbanisme tactique? Okay. Exactement. Sauf que l'urbanisme tactique, c'est aussi fait beaucoup avec les habitants normalement. Et là, je ne sais pas trop comment ça s'est fait, mais en tout cas pour nous, ouvrir la conversation, c'est aussi vraiment une autre manière de penser et de faire la ville dans le sens où on intervient, c'est des micro-interventions dans l'espace public. Et en fait, pour moi, c'est aussi une manière de faire la ville petit à petit, en fait, en testant, en tâtonnant, en réadaptant, et plutôt que d'injecter des énormes moyens pour changer totalement une place, par exemple, ben, on fait des petites interventions et on injecte de l'argent plus souvent, mais en plus petite quantité, mais pour voilà, se l'approprier petit à petit. Et pour moi, c'est vraiment une autre manière de faire aussi et de concevoir les espaces publics. En se disant, ben, on commence aussi par, on n'a peut-être pas les moyens pour refaire toute la rue d'un village, par exemple, où il y a plein de problématiques. Ben, on commence peut-être déjà par végétaliser certains endroits pour que déjà ça redonne envie de marcher dans cette rue, de se la réapproprier. Et puis après, il y aura peut-être une deuxième étape où là, on va, par exemple, on a travaillé dans un village, on a réinvesti des vitrines des commerces vides pour donner une impression plus vivante aussi. Peut-être que ça provoque des choses. Et puis voilà, c'est vraiment pour moi du petit à petit, avec peu de moyens, enfin beaucoup de moyens humains quand même, mais peu de moyens matériels en tous les cas. Et pour vraiment faire petit à petit et vraiment avec les habitants. Et c'est quelque chose qui se réadapte au fur et à mesure aussi. Je le vois comme ça. Ben, ça fait la transition, je trouve, avec la question de l'urbanisme transitoire, parce que c'est encore un autre terme. Donc, tout ça se rejoint. L'urbanisme transitoire, c'est l'idée que l'occupation temporaire influence le projet futur, parce qu'on est souvent dans des cadres aussi de projets urbains. Et finalement, ça réinterroge aussi la manière dont on fait la ville, en se disant aujourd'hui, on décide pour des constructions qui vont avoir lieu dans 10 ans. Donc, on est déjà périmé dans notre tête sur nos idées. Donc, ça te permet, sur cette période-là, de tester à la fois si nos idées étaient bonnes, est-ce qu'elles étaient adaptées au territoire, qu'est-ce qui vient aussi des habitants, on en a pas mal parlé, de l'occupation qu'ils vont en faire, quels sont les besoins qu'on n'aurait pas vus, et voilà, de tester des choses et de pouvoir les récupérer pour faire des projets urbains plus adaptés. Ouais, donc ça, c'est aussi un des enjeux. C'était un peu un des projets qui est assez important dans l'urbanisme transitoire, c'est le projet des grands voisins à Paris qui a été emblématique. J'étais coordinatrice de ce projet, donc je le connais bien. Et en fait, au début, c'est un projet où il y a eu 600 personnes hébergées, 120 structures qui avaient leurs locaux d'activité, un bar avec de la programmation artistique et beaucoup d'interventions culturelles. Et au début, l'idée, c'était vraiment d'occuper les lieux pour occuper les lieux, parce que, ce que je disais tout à l'heure, besoin d'hébergement et tout ça. Et en fait, quand l'aménageur du futur quartier a racheté le lieu, il s'est dit, voilà, c'est intéressant, j'aimerais bien pouvoir en tirer le fil pour le projet futur. Et en fait, au début, on a appelé ça d'occupation temporaire, et après, on a appelé ça de l'urbanisme transitoire, parce qu'il y a vraiment ce lien avec le projet d'après.
Moi, si je peux juste compléter, on a interviewé aussi un acteur assez intéressant et assez important du mouvement d'urbanisme d'actifs et transitoire en France, qui s'appelle le Bruit du Frigo, qui sont à Bordeaux, et qui sont des amis avec qui on travaille notamment sur le Grand Matador ici. Yvan, il disait ce truc-là, pardon, hein, c'est un truc engagé, mais il disait, si on veut vraiment utiliser le bon terme, on dirait que c'est un urbanisme de transition. Donc en fait, c'est un urbanisme qui d'abord est à transiter vers un état pérenne, mais qui s'est enrichi par des itérations avec des apports et d'intelligence collective. Mais c'est aussi de transition parce qu'il s'agit quand même de faire une espèce de révolution dans l'urbanisme. Il disait, je l'ai réécouté tout à l'heure dans ce film qu'on a fait, il disait en fait, ça fait quand même 20, 30 ans, 40 ans qu'on fait de l'urbanisme de la même manière. Et on est en train de créer une véritable catastrophe urbaine. Et moi, je veux insister un peu là-dessus parce qu'en fait, pour beaucoup de structures, l'urbanisme tel qu'il est pratiqué depuis des années et dans sa rigidité, alors il y a des choses qui sont très intéressantes, qui peuvent en sortir, hein, l'idée c'est pas de caricaturer, mais quand même, on a tendance à créer des espaces de mal-être urbain, voilà, avec des espaces qui ne sont pas toujours, mais pas toujours bien pensés et bien pensés pour l'usage du quotidien. Souvent, c'est des choses qui sont un peu catapultées. Donc, quand il dit en fait de transition, c'est qu'on doit, et c'est pour ça que l'urbanisme éphémère, occupation temporaire, urbanisme tactique, transitoire, tout ça, en fait, ça participe d'une nouvelle manière de faire la vie. Et je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant et qui est le plus important, c'est que ce sont des approches expérimentales. On va expérimenter des choses en les nourrissant de l'apport citoyen. Et je pense que ça, c'est fondamental parce que ça va à l'encontre en fait de la logique urbaine de production d'espace. En fait, là, on n'est pas sur la production d'espace, on est sur la production d'espace de vie et d'interaction. Et c'est ça qui est très important, c'est que tous ces termes-là, pour moi, en tout cas pour nous, qui avons fait cette enquête, c'est vraiment, et qui pratiquons un petit peu, c'est vraiment créer une intensité sociale. Pas, on ne parle pas juste d'espace, on parle de créer de l'intensité sociale entre les acteurs du territoire et les habitants qui ne prennent pas. Voilà. J'allais dire ça, c'est un focus peut-être un tout petit peu plus stratégique, voire politique de pourquoi on fait ça. Et juste un peu plus concrètement par rapport à toutes ces définitions-là dont vous avez essayé voilà, de mettre en lien les unes avec les autres parce que voilà, elles sont complètement en lien. Est-ce que vous aurez un exemple chacun sur un projet que vous êtes en train de porter aujourd'hui et un peu sur quelle définition on le classerait en fait aujourd'hui sur les projets un peu en cours sur Toulouse, si possible, comme ça, voilà, on a aussi quelques exemples ici à Toulouse. Oui, Justine Martin, elle parlait du projet là, du collectif Aval. C'est un projet qu'on mène, c'est l'agence Intercar qui gère ces locaux-là. C'est la mairie qui est propriétaire, avec qui on a travaillé le montage du projet. Là, l'idée de ce lieu, d'ici quelques années, ça va devenir une cité de la danse. Mais finalement, au démarrage, l'idée, c'était quand même de se dire qu'il y a un besoin de faire aussi de l'activité économique, d'appuyer du développement économique et de la création d'activités dans ce quartier qui est vraiment un rêverie, là, c'est juste à côté. Et donc là, je parlerai plus d'occupation temporaire. Forcément, les liens, ils sont avec le futur, parce que dès qu'on parle du projet, on parle de la cité de la danse, donc ça crée des discussions, forcément. Mais les intentions de projet ne sont pas de préfigurer la cité de la danse, sont de répondre à un besoin immédiat du quartier, de développement économique et de création de liens sociaux. Donc ça, c'est vraiment occupation temporaire. Le projet qu'on a aux Herbes Folles, là, il est plutôt sur de l'urbanisme transitoire, parce que c'est un projet donc à Bonnefoy, où dans le cadre de Dessine-moi Toulouse, il y a eu le projet urbain futur avec le pôle ESS, l'habitat participatif, un cinéma associatif. Et l'idée, c'était d'avoir une partie transitoire à la fois pour occuper les locaux sur le temps de travaux transitoires, mais aussi d'utiliser ce moment-là pour faire en sorte que ces différents pôles d'activité puissent, comment ça fonctionne ensemble pour décider de choses en commun, comment est-ce qu'on utilise l'espace extérieur, comment on a changé de nom en cours de route, donc quelle est notre identité commune. Et voilà, donc ça, on a accompagné cette transition-là.
Et on organise aussi des événements réguliers sur le lieu pour créer du lien avec le quartier. On est un peu les concierges de service parce qu'on est à l'entrée du lieu. Et donc, à chaque fois que les gens toquent, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un peu ce côté aussi qui est lié, je trouve, avec la concertation aussi, hein, sur ah bon, mais pourquoi? Et donc, il y a ce lien concertation et urbanisme transitoire est assez fort. Voilà, c'est ça. Nous, sur Toulouse, par exemple, là, on travaille avec Opidea à la cartoucherie pour investir une place, enfin la place de la cartoucherie qui est toute goudronnée et qui est pas forcément, qui donne pas forcément envie parce que c'est tout gris, il fait chaud l'été. Donc l'idée là, c'est de la repeindre avec les enfants. Donc là, on fait des ateliers participatifs, on est en cours là, pour imaginer avec eux la fresque qu'il va y avoir sur le sol de cette place. Donc ça, c'est un peu un exemple d'urbanisme participatif, tactique. On n'utilise pas forcément tous ces termes, mais je pense que ça rentrerait bien dans tactique. Vous dites quoi? Vous utilisez quoi essentiellement? Plutôt participatif, en tout cas projet participatif. Donc expérimentation. On fait aussi de l'occupation éphémère. Donc là, par exemple, on a fait il y a 2 semaines une rue aux enfants sur la rue Bayard à Toulouse, où le concept du coup de la rue aux enfants, c'est de bloquer une rue pendant une journée et de permettre aux enfants de se la réapproprier en toute sécurité, puisqu'ils auront l'interdit complètement aux voitures. Et voilà, alors ça, c'est pas transitoire parce que ça ne donne pas forcément quelque chose après, mais c'est plutôt de l'ordre un peu de l'événementiel. Enfin, l'idée, c'est vraiment de voir aussi, de faire réfléchir et de voir qu'est-ce que ça pourrait être aussi une ville avec moins de voitures, sans voitures, donc pourquoi pas, et de faire rêver un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a organisé, qu'on organise de temps en temps. Évoqué, on va continuer un tout petit peu parce qu'il y a plein de questions, on aura aussi le temps. Vous avez évoqué un tout petit peu tous ces outils en fait qu'on met en place, comment pouvoir avoir de l'influence sur le projet futur dans le cas de l'occupation transitoire, comment changer d'habitude aussi. Voilà, vous avez évoqué pas mal de concepts en fait et justement j'imagine que vous avez une boîte à outils, comme on dit aux imaginations fertiles. Donc voilà, comment mettre en place ces outils, comment voilà, dans la pratique en fait, comment vous mettez en place, vous avez déjà un tout petit peu évoqué voilà, le fait de convoquer toutes les parties, les différentes parties, etc. Mais voilà, est-ce que vous pourriez nous dire un tout petit peu plus sur cette mise en place d'outils? D'abord, le propriétaire du lieu. Donc, de plus en plus, les propriétaires viennent à nous en disant tiens, j'ai cet espace-là. Il paraît, je vois, il y a Grégoire de Escop Palancat et il nous avait transmis le lien d'un propriétaire qui allait murer sur le lieu à Soupetard. Et c'est 8000 m² d'espace, c'est l'ancienne direction régionale de Roche. Donc, Grégoire a envoyé vers nous en disant peut-être au lieu de murer, peut-être les contacter. Et en fait, voilà, c'est ça, oui, c'était complètement possible de faire une occupation temporaire, c'est 2-3 ans d'espace vacant. Et donc, voilà, première étape, propriétaire, collectivité ou propriétaire privé avec qui on a un lien, soit bien à lui, soit bien à lui. Puis ensuite, la faisabilité du lieu. Donc ça, c'est notre travail. On fait souvent une étude avant pour savoir combien ça va coûter. Là, je suis plutôt sur des espaces bâtis. C'est la même chose pour faire un nid. Combien ça va coûter? Et donc, nous, notre modèle économique, c'est de répartir les charges en fonction du nombre de mètres carrés présents sur les locaux. Ce qui fait que l'idée, c'est d'avoir des tarifs assez accessibles pour les structures. Le propriétaire, on lui enlève un poids, c'est-à-dire qu'il nous a dit je dors mieux la nuit, parce qu'il n'a plus ce bâtiment à sécuriser, son bâtiment ne se détériore pas. Et donc, l'idée, c'est qu'il paye qu'on ne lui paye pas de redevance ou vraiment minimum, parce que déjà, on s'occupe de son bâtiment. C'est ça. Et du coup, ça revient aussi à ce que j'avais envie de rebondir là-dessus tout à l'heure, à la question aussi en zone rurale. Nous, c'est un modèle qui fonctionne bien dans des zones tendues parce qu'il y a beaucoup de demandes et beaucoup de besoin d'accéder à des locaux. Et donc, on peut répartir comme ça les charges d'un bâtiment avec toutes les structures du lieu. Sur les modèles moins tendus, souvent, c'est quand même relié, moi j'ai l'impression, l'occupation temporaire à un achat futur. Et donc, on dit, on ne sait pas trop ce qu'on va faire de ce bâtiment. On teste pendant quelques années à moindre frais.
Et peut-être que ça sera la destination finale. Et ça, il y a notamment Village Vivant dans les poussières, Belleville aussi, il y a Palanca, qui travaille aussi sur ces rachats-là. On teste et puis ça, c'est un investissement pour le futur. Voilà, donc en tout cas, on est contacté, on fait l'étude de faisabilité, après on signe différents types de conventions avec les propriétaires, et ensuite on sous-conventionne avec les occupants. Et je profite pour rebondir sur la question gouvernance, parce que nous, la gouvernance, elle n'est pas, enfin, ça dépend beaucoup des locaux, mais elle n'est pas non plus 100% ouverte, parce que finalement, la responsabilité financière, la responsabilité de la sécurité des locaux, il y a des choses qu'on garde complètement en décision. Et par contre, on souhaite participer, avoir des projets participatifs sur qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on aménage les lieux, qu'est-ce qu'on fait comme projet d'animation commun. Donc ça, c'est partagé. Il y a des zones différenciées de décision. Vous avez fait un appel à projet donc pour choisir la thématique, les acteurs qui vont s'y installer. Est-ce que oui, c'est quelque chose qui est décidé parce qu'il y a des gens des envies, des initiatives qui émergent, qui gravitent autour? Oui, c'est ça. C'est vrai que j'ai. Ou est-ce que c'est plutôt le décisionnaire qui va orienter, quoi? Alors, ça dépend des propriétaires. Là, le propriétaire, les gens, il n'avait pas du tout de réflexion en tête. C'est pendant l'étude de faisabilité, à la fois, j'étais un peu trop limitative, il y a la partie économique, mais aussi on a été rencontrer les acteurs du quartier, l'asso du quartier, voilà, la collectivité, et il y a des grandes dynamiques qui se sont ouvertes, donc la question du handicap, la question de l'alimentation responsable aussi. Voilà, plusieurs grandes thématiques. Les locaux aussi étaient complètement PMR, donc adaptés locaux handicapés, ce qui est assez rare. Donc là, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à tirer. En fait, finalement, c'est à la fois le quartier et puis les espaces. C'est ça. Et donc, on fait voilà, dans les études l'aspect plus usage et besoins du quartier, l'aspect économique et l'aspect vraiment architectural et technique du lieu. Là, il y a un ancien restaurant en termes entreprise, donc un super bel équipement des cuisines, mais il n'est pas aux normes d'accueil du public. Donc, qu'est-ce que ça suppose de transformer? Après, on se confronte à des choses très dures, techniques. Très bien, nous, on a bien intervenir principalement sur des grands projets de base, à une échelle du territoire. Donc, c'est les collectivités, les métropoles, en fait, dans l'aménagement public. Donc, en l'occurrence, nous, on intervient, en fait, le point de départ, étant donné qu'on est sur des projets, pas sur des stratégies fédérales, du coup, on intervient, enfin, le point de départ, alors, on va dire, effectivement, ça peut être à la DACEM, mais c'est surtout parce que le travail d'enquête sur le terrain, c'est pareil, ça c'est sûr qu'on démarre vraiment par une enquête en immersion en fait, sur le terrain. Donc auprès des habitants, des usagers des espaces, avec un objectif commun qui est de saisir des principaux enjeux en fait pour l'habitation de ce territoire-là et de définir en fait d'arriver à partager en fait une vision d'avenir en fait pour ce territoire. Donc on va faire des enquêtes de plus en plus effectivement de audiovisuels, de films de concertation. Donc, un outil et de transparence et en fait, un outil puissant qui vont ensemble en fait, des parties prenantes, que ce soit le dialogue entre les habitants, parce qu'en général, on pense qu'on le voit quand même, ça va être le dialogue entre les habitants eux-mêmes sur un même territoire, et puis ensuite le partager et établir une vision commune entre les habitants, les aménageurs, les services, les élus, en fait, l'ensemble des de la ville. Et une fois qu'on a posé cette vision en fait, partagée, du coup, on s'appuie bien dessus. Enfin, voilà, c'est vraiment notre socle et il va accompagner d'ailleurs tout le monde du projet, toutes les personnes qui veulent, qui arrivent dans d'autres temps. Donc, on va lancer ensuite une phase de proposition. Effectivement, où on va travailler au regard de ces enjeux à établir des propositions. En fait, donc, les habitants sont invités à établir des propositions. Une fois qu'ils ont fait ça, on les réunit en fait aussi sous le format de grand atelier qu'on appelle où ces propositions sont étudiées, leur faisabilité est étudiée avec l'ensemble des parties prenantes. C'est là où sont associés aussi les services et également
Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, en général, on intervient déjà au moins sur un format de restitution où on va aussi repartager et revenir vers le grand public, enfin, voilà, sur le terrain pour dire bon, ben, voilà où on en est, voilà les propositions qui ont été établies. Aujourd'hui, dans ces démarches-là, du coup, on introduit le fait, au-delà des propositions qui sont faites pour enrichir le projet d'aménagement global, en fait, général, on invite les habitants à se positionner aussi en fait sur ce serait quoi le premier pas, les petits pas, ce serait quoi en fait, enfin, voilà, la chose la plus importante aujourd'hui pour vous en fait qu'il faudrait activer en fait sur le territoire, que ce soit en termes d'espace ou en termes d'usage d'ailleurs, voilà, d'ambiance en fait, attendue, et on les engage en fait dès la phase d'atelier là-dessus pour justement engager en fait les élus en fait derrière les services aussi sur bon mais voilà le premier petit pas en fait, enfin, c'est ça et il faut faire et il faut faire bientôt. Bon. Et on commence à dissocier un petit peu comme ça les différents temps d'aménagement où il y a des choses qui vont enrichir votre projet, enfin voilà, il y a des études à venir et puis il y a des choses sur lesquelles il va falloir continuer à travailler maintenant avec les habitants. Et donc, du coup, on essaie d'avoir le fil comme ça, d'avoir un rythme finalement de la concertation en fait, jusqu'au test en fait, du coup, transitoire, vraiment dans une configuration en général du projet urbain. Mais dans ce lot-là, finalement, les actions qu'on va aller actionner, les actions qu'on va actionner, elles peuvent être de différence. Et là, on laisse un éventail aussi un peu large, en fait, on peut simplement révéler, voilà, à un moment donné, un espace, on peut simplement peut-être animer avec, voilà, moins de beaucoup, en fait, aussi un espace, on peut installer des usages. Enfin, il y a plein de petites choses, il y a plein d'échelles, en fait, de typologies d'intervention à ce moment-là. On leur présente, voilà, un éventail, on travaille avec les habitants. Et on va pouvoir comme ça activer peut-être juste un petit jardin effectivement de proximité, ou juste effectivement un petit signalétique à l'endroit, ou juste et puis on va commencer à mettre des billes. Par contre, bon, ben là, on va s'installer vraiment avec un milieu mobilier, commencer à tester une petite place qui préfigurera peut-être. Bon, ben merci à vous tous encore une fois. Merci. Oui, on enchaîne avec la visite du lieu. Merci beaucoup aux personnes en visio. Merci pour votre participation. À très bientôt, on espère. Au revoir.